C'est l'heure de politique en partenariat avec select.fr. La politique, c'est parfois tourner en rond. C'est désormais Elisabeth Borne qui est à l'œuvre pour tenter de trouver un énième compromis sur le projet de loi immigration avant la tenue lundi de cette fameuse commission mixte paritaire chargée de se mettre d'accord sur un texte qui ferait consensus. La Première ministre a repris le flambeau, laissant un ministre de l'Intérieur humilié par la motion de rejet et qui, semble-t-il, est un peu KO par ce coup de poing dans le ventre donné par l'Alliance des oppositions. Quel destin pour ce texte mal né, mal embouché, peut-être mal préparé. Les Républicains, ragaillardis par le coup de théâtre, sont désormais en position de force. Comment se sortir de ce nœud gordien? On tentera de le démêler. Et puis, nous évoquerons le sommet européen qui s'est ouvert aujourd'hui à Bruxelles. Il s'agit d'ouvrir les négociations d'adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne, soutien de Vladimir Poutine. La Hongrie oppose son veto. On en parle avec nos éditorialistes, les Top Guns de la politique française, et Bruno Jeudi, directeur de la Tribune Dimanche. Bonsoir à vous. Roselyne. Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. Bonsoir. Henri Vernet, bonsoir, chef adjoint, rédacteur en chef adjoint du journal Le Parisien. Et Carole Barjon, éditorialiste à l'Obs. Bonsoir à vous. Bonsoir Roselyne. Et en fin d'émission, Véronique Reissoul pour sa chronique sur les réseaux. Alors, Gérald Darmanin ne s'attendait pas à un tel camouflet. Il partait sûr de lui. Mais avec son texte, il est allé à Canossa. Ce matin, sur RTL, il donnait l'impression d'avoir pris un coup sur la tête. Ce n'est pas moi qui décide, c'est la Première ministre, mais je crois que le président a été assez clair. Pas de 49.3, pas de dissolution. Et je ne suis pas favorable parce que si on n'est pas capable dans notre démocratie, alors qu'on a parlé pendant des mois sur un sujet extrêmement sensible et important, de se mettre d'accord, alors ça veut dire que l'Assemblée nationale, le Parlement ne fonctionne pas bien. Donc on ne va pas continuer à gouverner comme ça sans discuter au Parlement. Voilà, trouver un compromis, mais pas de 49.3. Bruno, on a l'impression d'un gouvernement, d'un exécutif qui est en quelque sorte résigné. C'est vrai qu'Emmanuel Macron est à 2 doigts de prendre sa perte. En gros, comme on dit, il voit bien qu'il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas d'accord dans cette commission mixte paritaire, que les marges de manœuvre sont extrêmement faibles, puisque, en gros, on repart du texte qui a été voté au Sénat, donc un texte voté majoritairement par la droite, donc un texte qui est avec une imprimature assez plus dure que le texte gouvernemental initial, et les marges de manœuvre, je le disais, sont faibles. Quelles sont-elles? On voit bien que du côté des sénateurs LR comme du côté des sénateurs, des députés LR, en gros, ne reste à négocier que ce qui ne relève pas du constitutionnel. L'AME, c'est négociable parce que ça risque de sauter en cas de... Et puis ça pourrait être un texte à part, apparemment. Oui, ça pourrait être un texte à part. Et surtout, c'est un cavalier législatif. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ça risquerait de sauter en cas de contrôle du Conseil constitutionnel. La deuxième chose qui est négociable, c'est les mineurs non accompagnés, les MENA, comme on dit dans ce affreux jargon. Là aussi, il y a possibilité de négocier, puisque ça aussi, c'est un cavalier législatif. Donc ça risquerait de sauter en cas de contrôle constitutionnel. Hormis ça, il y a peu de changements possibles, notamment sur le fameux article concernant les métiers dits en tension, que l'exécutif voudrait remettre totalement en intégralité dans le projet de loi qui va faire l'objet d'un compromis. Or, on voit bien que la droite ne veut pas. Donc, soit ça va dans le mur, et là, je pense que ce sera perdu pour tout le monde. D'abord pour le gouvernement et Emmanuel Macron, mais aussi un peu pour les Républicains, s'il n'y a pas de texte sur l'immigration. Alors que le texte du Sénat est quand même assez dur, à mon avis, ce serait une défaite aussi pour eux. Ou alors, il y a un accord, in fine, mais là, pour le coup, il faudra le faire adopter par la majorité macroniste et dans son intégralité, ce qui n'est pas gagné. Donc, dans les deux cas, c'est quand même très, très mal engagé pour le gouvernement. Carole, derrière la petite histoire, derrière la grande histoire, il y a parfois la petite histoire. Est-ce que, dans le fond, les Républicains qui vouent, enfin pour certains, notamment Olivier Marleix et Éric Ciotti, qui vouent une haine inextinguible à Gérald Darmanin, c'était une façon de l'envoyer, de le défaire et de l'envoyer à Canossa? Oui, bien entendu.
C'est un peu misérable comme Alors, non, mais Ouais. je pense qu'il n'y a pas que ça, quand même. Non, bien sûr. Il y avait évidemment ça, d'autant que, il faut quand même le souligner, Gérald Darmanin n'a pas été, qu'on a longtemps surnommé Darmalin. Ouais. Justement, il n'a pas du tout été malin dans cette affaire, parce qu'il a, comment dire, essayé de séduire des députés, les Républicains, avec des petits déjeuners, des choses comme ça, etc. Mais il a, par ailleurs, négligé de confier à quelqu'un d'autre, peut-être que lui, mais le soin peut-être au ministre des Relations avec le Parlement, par exemple, le soin de rassembler et de, comment dire, sonner le rappel des troupes de la majorité. Il en a quand même manqué 9, faut quand même le dire aussi. Et donc, Darmanin n'a rien trouvé de mieux que d'aller voir Christian Estrosi dans les Alpes-Maritimes la veille ou l'avant-veille qui est l'ennemi juré du vote et qui est l'ennemi juré d'Éric Ciotti. Donc, si vous voulez, il y a eu pas mal de maladresse, c'est vrai. Mais, par ailleurs, il y a aussi le fait que les Républicains avaient une ligne assez claire sur l'immigration. Leur texte, enfin le texte du Sénat reprend d'ailleurs énormément des propositions qui étaient celles de Valérie Pécresse pendant la campagne présidentielle de 2022. Et donc, ils avaient aussi, vis-à-vis de leurs électeurs, ou ce qui leur en reste, tout de même une ligne de conduite de fermeté à tenir. Et c'est vrai que le fameux article 3, qui était devenu l'article 4 à l'Assemblée nationale, ne leur convenait pas. Donc, il y a les deux. Il y a les deux. Il y a le fond et puis il y a effectivement un règlement de compte. Et puis alors il y a on va en parler avec Catherine et Henri, donc les écologistes qui sont eux à l'initiative pour la motion de rejet. Alors ils sont un peu goguenards aujourd'hui, on va écouter leur patronne Martine Tondelier, mais qui rira bien, qui rira le dernier. Si il y a accord, ce sera sur la base du texte du Sénat qui était beaucoup plus dur. Mais on n'en est pas là, on l'écoute. C'est une crise politique majeure. Et donc, à un moment, ils vont se débrouiller comme ils peuvent. Je ne pense pas qu'il y ait d'issue possible, d'issue politique possible. Je ne vois un texte plus dur que le texte proposé initialement par le gouvernement. Donc, ils peuvent se mettre d'accord là-dessus en CMP. Et comment ils le votent à l'Assemblée? Vous pensez que dans la majorité, où il y a quand même des gens qui avaient mis des lignes rouges assez précises, ils vont tous se réunir à coups de gendarmerie offerte par Gérald Darmanin? Catherine, il y a un risque là, effectivement, que la gauche soit prise à son propre jeu si, d'aventure, il y avait un accord. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas très bien ce qu'ils auraient pu faire d'autre que effectivement, s'opposer à ce texte dans son principe. Il faut quand même rappeler un tout petit peu quelques éléments de contexte, en particulier le fait que ce texte qui est proposé revient sur le droit du sol, qui est quand même inscrit dans l'histoire française depuis le 15e siècle. À Mayotte. Non. Je veux dire, c'est depuis le 15e siècle en France. Quand on est en France, on a vocation à devenir français. La loi, c'est seulement Mayotte. Sauf que tu ouvres une brèche, tu crées un précédent. Donc c'est une manière quand même... Il y a une situation particulière à Mayotte. Oui, mais il n'y a pas de raison de traiter de manière différenciée les situations particulières. Le principe en France, le principe qui fait la République française, mais qui fait la France avant même la République, puisqu'encore une fois, ça remonte au 15e siècle, c'est cela qui était commencé à être détricoté, plus d'autres éléments qui étaient mis dans les propositions de loi et qui sont extrêmement choquantes pour la gauche, mais qui le sont en fait pas simplement pour la gauche, la gauche politique, qui le sont pour les associations, les experts, les défenseurs des droits humains. Enfin, il y a quand même un vrai consensus pour dire que cette proposition de loi, elle est attentatoire au respect des droits de la personne, notamment de ceux qui sont sur notre territoire. Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout une loi pour réguler l'immigration, c'est une loi pour traiter les gens qui sont déjà sur notre territoire. C'est-à-dire qu'on nous raconte que c'est une loi sur l'immigration, pas du tout. C'est une loi qui traite la question des immigrés qui sont déjà présents sur notre territoire et donc pas du tout une manière de limiter les flux. Donc, je ne vois pas comment la gauche aurait pu ne pas s'opposer. Moi, ce que je veux juste signaler, c'est qu'on est devant une situation quand même très paradoxale. Bon, je crois que c'est quand même pour limiter les flux, parce que les quotas, si j'ai bien compris, c'est quand même pour limiter le nombre d'arrivants. Oui, mais enfin, pour l'essentiel, on espère qu'on va avoir moins d'attrait, je sais pas quoi, parce qu'on va faire moins avec l'AMU et la CME, etc. Enfin bon, tout ça, c'est des choses... Moi, ce que je voudrais dire, c'est que Emmanuel Macron, en 2017, se
présentait un tout petit peu comme étant une alternative à Manuel Valls. Il s'était opposé à Manuel Valls sur les questions d'immigration et se présentait comme un libéral économique, mais comme quelqu'un d'ouvert au monde. Il a révisé. Un libéral tout court. Et il a largement révisé. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est une difficulté politique. Pourquoi ? Parce que quand même, tous ceux qui l'ont rejoint, et notamment du côté de la gauche, des socialistes qui l'ont rejoint sur cette base-là, c'est-à-dire sur une base d'ouverture, là se retrouvent Grosjean comme devant avec quelqu'un qui... comme l'a dit une députée de la Renaissance qui a dit mais comment le Rassemblement national ne veut pas de Renaissance qui a dit le Rassemblement national ne veut pas de ce débat alors que nous vous l'offrons sur un plateau d'argent. C'est-à-dire qu'il y a quand même un renversement de la posture politique sur ces sujets-là qui contrevient aux bases qui étaient celles qui avaient fait le ralliement d'une partie de la gauche à Emmanuel Macron. Henri Vernet, donc aujourd'hui, on entend dire les uns et les autres, c'est une crise, c'est un drame, c'est une crise politique, ça n'a jamais été aussi grave depuis 25 ans. Est-ce qu'on n'a pas l'impression en France qu'on prend la politique française, on la vit comme une tragédie grecque, alors que ça n'a rien de dramatique. Dans le meilleur des cas, ça peut être aussi une farce un peu comique, un peu italienne. Mais en l'occurrence, là, ça se passe dans tous les gouvernements européens, un texte ne passe pas, et c'est juste le résultat et la logique des élections législatives. Donc on ne découvre pas la Lune. Et je veux en venir au fait que est-ce que les Français vont accepter dans le fond qu'il n'y ait jamais aucun accord sur cette loi? Est-ce que le personnel politique peut s'exonérer de ce devoir, en quelque sorte, de ne pas discuter un texte de loi aussi important? Il y a plusieurs aspects dans votre question. Oui, pardon, c'est un peu long. Parce qu'il y a pas mal d'éléments en réalité qui méritent des débats. Mais sur la question précise, est-ce que les Français pourraient l'accepter? Je pense que les Français, ce qu'ils ont du mal à accepter, c'est que décidément, il y a cette incapacité dans notre système politique à ne jamais être capable de compromis, d'avancer. Parce qu'on a beau dire oui, mais il y a 58 ou 59 lois qui ont été votées autrement que par le 49.3, etc. Oui. La réalité, c'est que ce n'était pas des lois majeures et que dès qu'il faut vraiment avancer sur une réforme d'importance, là, il a fallu se résoudre au 49.3 de la part du gouvernement. Mais donc, ça, c'est une chose. Mais en revanche, sur ce cas précis du projet de loi sur l'immigration, je ne suis pas sûr, moi, que les Français descendent dans la rue en disant « Attendez, on veut une loi, on va passer Noël, on n'aura pas notre loi. » Mais non, c'est la énième loi depuis en 20 ou 30 ans sur ce sujet. Il n'est pas absolument certain que tous les éléments nécessitaient un tel package. Une des raisons, d'ailleurs, et c'était dans votre question comme dans les propos de Catherine, c'est aussi que c'était l'illustration du en même temps. C'est-à-dire qu'il y avait un côté foutraque quand même dans ce texte, où il y avait de tout pour contenter l'aile gauche de la Macronie, pour contenter la droite. Beaucoup a été cédé, d'ailleurs, ça allait même un peu beaucoup plus loin qu'initialement prévu, avec notamment en effet la transformation de l'AME en AMU, etc., etc. Bref, il y avait ce côté melting pot, on met un peu de tout, et ça, ce sont les limites vraiment de cette méthode, où non, il faut quand même peut-être choisir davantage un axe. Bon, mais comment on sort de ce... Alors voilà, comment on en sort? Donc, les Français, est-ce que ça leur manquera? Non, à l'arrivée, j'en suis pas absolument sûr. Même si c'est important de clarifier certaines choses, ça oui, mais beaucoup peut quand même se faire, je veux dire, par mesure préfectorale, par décret, etc. Il faut pas jouer avec la loi en permanence. Ça, c'est vraiment un grand défaut de notre système, de la Ve République. Et donc, en revanche, ce qui manque, en effet, c'est là où on voit et où il peut y avoir, crise politique, alors majeure, je ne suis pas sûr. Une crise politique majeure, c'est quand les institutions ont des difficultés à fonctionner, voire sont impossibilités. On n'y est pas. En revanche, qu'il y ait besoin d'une clarification, ça, oui, pourquoi pas. C'est peut-être d'ailleurs là, sur le cas d'une dissolution, qui serait une façon de clarifier les choses. Elle est visiblement écartée pour l'instant. Moi, je ne suis pas certain qu'elle ne revienne pas sur le tapis dans les mois qui viennent, en janvier. Et donc, je pense que pour répondre, ce que les Français pourraient reprocher, c'est décidément, cette incapacité à pouvoir discuter, trouver des compromis, mais quitte à les refuser. Par exemple, là, je suis moins d'accord avec vous sur le fait que est-ce que la gauche était vraiment forcée de brandir cette motion de rejet et qui a donc marché? Non, elle pouvait aussi débattre malgré tout. On a le droit quand même de discuter des lois. Mais bien sûr. Et sur votre question, est-ce qu'ils ne vont pas être Grosjean comme devant parce que la gauche et singulièrement les écologistes, qui ne sont même pas d'ailleurs
par parenthèse, qui ne figure même pas dans la fameuse commission mixte paritaire. Il n'y a pas d'élus écologistes, il n'y a ni députés ni sénateurs. Bref, ils vont voir revenir à l'Assemblée. Alors, on verra bien si ce sera voté ou non. Alors, il y a assez peu de chances. Et ce qu'ils verront revenir, a priori, c'est un texte qui sera beaucoup plus dur, enfin en tout cas encore plus dur que celui qui était présenté, que le projet de loi qui était présenté par Darmanin l'autre jour. Alors Bruno, c'est vrai que le fichu rouge de la dissolution est sans arrêt brandi. On entend d'ici et de là que le gouvernement ne va pas pouvoir continuer comme ça. En vérité, pourquoi pas? Si, alors je crois pas, moi, j'y crois pas à la dissolution. Je ne vois pas du tout une dissolution, ni la semaine prochaine, ni dans un mois, ni dans 6 mois. Je disais tout à l'heure, la dramaturgie, nous aussi. Oui, il y a une dramaturgie. Il y a un sondage qui était intéressant ce matin, j'ai entendu ça, je crois que c'est BVA pour RTL, qui disait qu'en gros, il y avait 40% des Français qui s'en fichaient totalement de l'histoire de ce qui s'était passé en début de semaine, qui évidemment nous a beaucoup mobilisé les journalistes éditorialistes. Mais il faut bien voir que ce qui se passe au Parlement français... Non, mais ce qui se passe au Parlement français aujourd'hui, c'est simplement le fait qu'il n'y a pas de majorité absolue. Donc, donc normalement, dans un pays mature, on doit pouvoir discuter. Non, nous, on ne sait pas trop, on ne sait vivre que sur le régime de la majorité absolue. J'en viens quand même sur la dissolution. Je n'y crois pas. En revanche... Et c'est pour ça que Mme Borne s'active beaucoup là, ces dernières heures et qu'elle va s'activer tout le week-end. Je crois par contre que les heures de Mme Borne peuvent être comptées si jamais, quand même, la commission mixte paritaire n'est pas conclusive. Et pire, si jamais elle est conclusive et que le texte échoue encore à trouver une majorité ou en tous les cas échoue sur une motion de censure. Là, oui, ces jours seraient comptés. Elle a perdu beaucoup parce que bon... Au petit jeu, Darmanin et Borne ne s'entendent pas. Je crois que les deux ont beaucoup perdu. Lui, il a pris la facture, l'addition lundi. Elle pourrait la prendre lundi prochain. Parce que c'est quand même le paradoxe de cette affaire. C'est que, effectivement, d'une certaine façon, presque la droite remis en selle Elisabeth Borne. Peut-être provisoirement et peut-être la droite, il faut quand même qu'à la fin, il y ait un texte. Parce que s'il n'y a pas de texte, ce ne sera pas non plus très on est d'accord. Mais en tout cas, pour le moment, c'est elle qui essaie de sauver la situation, puisque Darmanin est hors jeu. Les oppositions ne voulant plus lui parler. Moi, ce que je crois, c'est qu'il n'y a pas forcément une crise politique majeure. La dissolution, pour moi, elle est écartée. Enfin, je veux dire, c'était tout de suite. C'est-à-dire, lundi, Macron l'annonçait lundi soir. Pour une dissolution, on le sait très bien, il faut une raison importante. Chirac, on a fait une sans raison. On sait très bien que l'une des raisons de l'échec de Jacques Chirac en 97, c'est parce qu'il n'y avait aucune raison, il n'arrivait pas à expliquer le pourquoi. Donc c'était ou lundi soir, dans la foulée de l'adoption de la motion de rejet, ou moi je n'y crois pas trop. Une motion de censure qui réussirait. Mais en tout cas, c'est quand même, si jamais ce texte échoue, enfin qu'il n'y a pas de compromis et qu'il passe pas, c'est quand même c'est un gros échec un énorme, c'est peut-être pas une crise politique majeure, mais enfin c'est quand même une énorme défaite. Regardez les retraites, mais les retraites, c'est vrai que ça nous a occupé 6 mois. 6 mois. Mais c'est un vrai sujet, les retraites. Vraiment, c'est un gros sujet. C'est un vrai sujet, mais l'immigration aussi. Et aujourd'hui, qui se plaint? L'immigration, non, c'est vraiment pas ça. Non, c'est beaucoup. Ça n'a aucun rapport. Dans l'opinion, je dis pas que c'est important. C'est important, mais c'est des textes d'importance. C'est des textes d'importance. C'est ça que je veux dire. C'est un texte d'importance parce que c'est un texte idéologique. Mais sur le plan concret, le texte sur la retraite règle la vie des gens. Vous partez à tel âge ou à tel âge. Vous avez 2 ans, 3 ans, vous ne savez pas comment vous allez finir votre carrière. Vous pouvez retrouver tous les textes retraite, ils ont... Ça, c'est un texte très important dans la vie des gens. Sur la loi immigration, encore une fois, ça ne régulera pas l'immigration, ça traite la question des immigrés déjà présents. Est-ce qu'on continue pas seulement, il y a les histoires des OQTF, mais les OQTF, on sait très bien qu'il ne suffit pas de déclarer qu'on va le faire. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait quelqu'un. Donc on ne réglera... franchement... Donc cette loi, elle ne réglera rien. Moi, je pense que cette loi... En fait, vous allez presque plus loin que la droite qui dit qu'effectivement, c'est pas du tout je pense que cette loi... De maîtrise, pardon, des flux migratoires. Non, je pense que cette loi ne maîtrise pas du tout les flux migratoires. Je pense que c'est une loi idéologique. C'est une loi idéologique très à droite qui va poser problème à l'intérieur de la Macronie. Mais moi, je voudrais vous soulever une hypothèse que je crois probable, c'est qu'on aille vers un accord à la CMP qui soit très à droite et que le Rassemblement national vote
cette loi. Pour piéger, je peux vous dire que c'est pas piégé, c'est pour la vérité des prix. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un débat qui a été servi sur le plateau d'argent à l'extrême droite, qui peut tout à fait s'en saisir, comme ça montrer sa respectabilité, montrer qu'elle est prête au compromis et renvoyer à Emmanuel Macron le bilan de son travail. C'est-à-dire son travail, c'est en fait d'alimenter et le discours et les thématiques et les propositions de l'extrême droite, avec par ailleurs probablement une rupture à l'intérieur de Renaissance, parce que tout le monde a Renaissance chez lui. Ça, c'est pas exclu. Voilà. Ah non, c'est même quasiment certain. Voilà, mais les deux iront ensemble. Les deux iront ensemble. Pour moi, c'est ça qui est en train de se préparer. Une alliance qui fait droite, extrême droite et droite de Renaissance. Bravo l'artiste, hein, franchement. Henri, vous êtes d'accord? Je pense qu'en effet, ce scénario serait possible, parce qu'il est décemment pas possible pour ce qu'on appelle l'aile gauche de la Macronie, même s'il faut relativiser dans ce terme, on la cherche encore un petit peu, cette fameuse aile gauche, quels sont ses contours, qu'est-ce qu'elle a de réellement programmatique importante à l'intérieur de la majorité relative. Exactement, dans une majorité relative, elle pèse, en gros, une quarantaine de députés. Il est évident que si elle faisait défaut en cas de vote d'un texte tel qu'il serait présenté, comme vous le décrivez, ça suffirait. Moi, je ne suis pas certain qu'il y ait une quarantaine de députés qui votent, s'associent à une motion de censure et tout ça. En revanche, n'oublions pas une chose, c'est qu'à l'intérieur de la majorité, paradoxalement, le parti qui est le plus opposé à ce texte plus à droite et par exemple au fait qu'il n'y aurait pas la disposition sur les métiers en tension, c'est le MoDem. Le MoDem, pour moitié divisé sur cette question. La parole de François Bayrou va beaucoup compter dans ce contexte. Soit François Bayrou, il baisse le pouce et il dit on ne vote pas ce texte. Soit il dit on le vote le texte et quelque part il arrange un peu les affaires de Macron, mais là il y a quelque chose d'important qui se passe dans la majorité. On aurait aimé entendre François Bayrou. Mais on va l'entendre. Un peu plus tôt. Il prend la parole bientôt. Parce qu'il a été. Oui, mais il a été en procès, c'était compliqué. Il prend la parole dans l'après-midi dimanche. Non, il prend la parole, je crois, ces prochains jours à la télévision. Ah d'accord. On connaît sa culture catholique. Il faut quand même noter que parmi les porte-paroles de la majorité, enfin les responsables, vous avez Sacha Houlié, qui est le président de la commission des lois, qui fait partie vraiment de l'aile gauche. Justement, de la majorité. Non, mais c'est bien pour ça que je pense que c'est il change un peu de ton, là. Non, mais de là à voter un texte qui serait très dur, c'est-à-dire où il n'y aurait absolument rien pour la régularisation de travailleurs sous tension, où il y aurait disparition de l'AME, etc., je vois mal Sacha Houlier et ses troupes, dans la mesure quelle est l'ampleur de ces troupes, on ne les connaît pas, je vois mal voter. Mais même, je pense que ça va être l'AME. Ça va être l'AME contre l'AME. Oui, mais on signerait là l'échec de la méthode présidentielle, de la méthode Macron, telle qu'elle est depuis 2017. Et donc c'est là que ce serait vraiment important, parce que quand même, le fondement de cette méthode, c'est quand même vraiment de marcher sur une espèce de dépassement de la droite et de la gauche. Et là, eh bien, ce serait. Mais si l'AME disparaît du texte, si la suppression de l'AME disparaît, ce qui est probable, parce que je pense que les sénateurs ont bien compris que c'était un cavalier législatif, et que de toute façon, c'est une concession, j'allais dire, très facile pour eux. Si ça disparaît, à mon avis, les chances que ce texte soit voté augmentent. Alors, je voudrais qu'on dise un mot de ce sommet important à Bruxelles où il est question de l'aide à l'Ukraine et de son adhésion à l'Union européenne. Volodymyr Zelensky a repris sa tournée européenne pour demander un soutien financier. Y a-t-il une lassitude, Henri, vous avez fait votre édito ce matin dans Le Parisien, une lassitude envers le soutien à l'Ukraine? Alors, on voit aux États-Unis, bien sûr, que le camp républicain au Congrès est de plus en plus réticent, voire hostile, malgré le soutien fort exprimé par le chancelier Scholz et Emmanuel Macron. Orban, lui, met son veto. À votre avis, est-ce qu'il bluffe, Orban? C'est dans ses méthodes de bluffer souvent. Parce que juste sur la lassitude, officiellement, il n'y en a pas. Clairement, le soutien qui émane... Oui, officiellement. Oui, officiellement, parce qu'en réalité, y compris d'ailleurs dans le secret des délibérations, quand les dirigeants des 27 se retrouvent entre eux, il nous est parvenu des échos selon lesquels certains, commencent à avoir cette... Parce que la guerre dure, parce que les moyens de l'Europe, pas plus d'ailleurs, quand même, si davantage que ceux des Américains, sont malgré tout un peu limités, que ce soit des moyens financiers, que ce soit les stocks, tout simplement, militaires qu'on a pu fournir en partie aux Ukrainiens, tout ça n'est pas inépuisable. On a vraiment... l'Europe, c'est l'Europe, ce n'est que l'Europe. Bref, pour
toutes ces raisons, il y a en effet une guerre qui dure, une contre-offensive ukrainienne qui n'a pas marqué les points décisifs qui auraient pu être espérés, mais en même temps, il s'agit d'une guerre. On n'est pas là, on n'est pas au théâtre, c'est pas un show. Donc ces gens-là sont en train de jouer leur survie, de jouer leur pays. Bref, il y a en effet peut-être cette lassitude. Néanmoins, il faut remarquer quand même que l'attitude des Européens, c'est vraiment malgré tout le soutien, sauf en effet Orban. Alors Orban, est-ce qu'il bluffe ou pas? C'est dans ses habitudes. Alors cela dit, est-ce qu'on peut lui jeter la pierre totalement? Non, parce que l'Europe, de toute façon, ce n'est bien souvent que des affaires de marchandage. Donne-moi mes milliards, parce que c'est ça aussi Orban, il attend des milliards dont il est privé, parce que tout simplement, ce dirigeant, quand même, il foule l'état de droit au pied à peu près tous les jours depuis plusieurs années, sans que l'Europe s'en émeuve vraiment, puisque certes, il est sanctionné, certes, il ne touche pas des crédits auxquels il prétend avoir droit, néanmoins, il n'est pas du tout exclu du club. Donc à chaque fois, il s'en sort par des négociations. Là, il a commencé son marchandage, a déjà un peu porté ses fruits, parce que même si officiellement, on déconnecte totalement les deux décisions, mais il a quand même obtenu dès hier le déblocage de 10 milliards d'euros pour des réformes. C'est quand même c'est assez cynique parce que ce sont des réformes pour améliorer, soi-disant, un état de droit, encore une fois, qu'il piétine jour après jour très tranquillement. Et en accusant les Ukrainiens d'être corrompus. Alors oui, absolument. Alors oui, mais sauf que quand on s'interroge sur pourquoi est-ce que fondamentalement Orban ne veut pas de l'Ukraine dans l'Europe, si vous creusez, vous voyez pas vraiment pourquoi. Certes, il est pro-russe, mais il y en a d'autres en Europe. Certes, il a une opinion publique qui compte, mais les opinions publiques, elles se lassent dans d'autres pays, y compris d'ailleurs plutôt dans cette région. Donc ces raisons, c'est vrai que c'est beaucoup du chantage, du marchandage. Ainsi va l'Europe parfois, c'est pas très glorieux, mais c'est comme ça. C'est passé en Turquie avec Erdogan sur les réfugiés. Absolument, on peut faire ce genre de parallèle. Néanmoins, sauf que lui, il est dans le club. Oui, c'est vrai. Et donc voilà. Alors, est-ce que la messe est dite? Non, pas forcément. On peut penser qu'à la fin, en effet, s'il obtient assez, il finira par... Comme les Républicains. Alors, peut-être pas glorieux. Mais c'est un peu les coulisses des commissions, des sommets européens où avant, Orban est le roi pour faire monter la tension. Il a pris un peu le rôle des Britanniques il y a quelques années. Il sait faire ça avec un certain succès en plus. Donc, je ne sais pas si je parlerai de lassitude. Moi, je trouve quand même que les opinions restent quand même assez favorables. Il y a un autre front qui s'est ouvert. Oui, il y a un autre front, parce qu'il y a le front américain, et puis la guerre dure, donc forcément. Puis on l'a un peu oublié, mais elle revient parce qu'il faut financer l'aide aux Ukrainiens. Il y a deux sujets quand même en discussion. Il y a l'aide financière à l'Ukraine, et puis... est-ce qu'il y a la mise en route ou non du processus le plus symbolique, c'est l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne? Bon, oui, mais c'est deux sujets auxquels il est hostile, de toute manière. Oui, alors peut-être l'un encore plus que l'autre. Oui. C'est-à-dire pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, là, je crois que c'est un niet. Je parle sous le contrôle d'Henri. C'est quand même ça qui est en jeu, qui doit être décidé. Alors attention, ça peut durer 10 ans encore après. Mais en effet, à ça, il est opposé comme à l'autre. Mais oui, puisque pour Poutine, le cauchemar, encore que c'était surtout l'OTAN. Mais en tout cas, une Ukraine qui rentrerait, qui ferait partie du club européen. Donc en bon pro-Poutine qu'il est, c'est un des derniers des 27 à l'être, en tout cas aussi ouvertement, il soutient Poutine. Il est aussi, Catherine, je voulais vous poser une question. Pardon. Derrière l'obstacle Orban, il y a l'immense question des Américains, c'est-à-dire l'éventuel et l'inquiétude avec l'éventuelle, je dis bien éventuelle élection de Donald Trump. L'Europe craint de se retrouver en quelque sorte seule, en première ligne, et on le sait, elle n'a pas la capacité d'une autonomie européenne en matière de défense. Donc là aussi, il y a une forte inquiétude. Si Trump arrive au pouvoir, les Européens se retrouvent face à devoir financer et à défendre en quelque sorte la démocratie en Europe. Oui, ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, Orban, il joue son rôle. C'est certes un dirigeant d'un État, mais c'est aussi un dirigeant politique. C'est-à-dire que Orban représente l'extrême droite en Europe et qu'il fera tout ce qu'il peut pour perturber la possibilité d'une vision politique partagée. Et c'est ça qu'il est en train de promouvoir. Il est en train d'essayer de mettre des coins dans l'idée que l'Europe puisse être un projet politique. Donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'il veut ses sous, mais il est aussi le tenant d'une orientation politique qui est fondamentalement hostile à un projet européen. Et donc, ça, pour poursuivre sur votre question, Roselyne, c'est qu'en fait, en effet, si les Américains se retrouvent repliés sur
un protectionnisme traditionnel des républicains, accentué par une vision trumpiste qui est quand même radicalisée, je dirais, l'Europe aura à choisir véritablement, est-ce qu'elle décide de sortir de la réalité de ce qu'elle est, c'est-à-dire un marché commun, et construire des orientations politiques, stratégiques à l'échelle internationale. Et là, aujourd'hui, on voit bien, dans le conflit Moyen-Orient, elle ne compte pour rien. Et donc, alors qu'elle ne compte pour rien dans les grands enjeux du monde en ce moment. Je veux dire, à la COP28, elle était totalement marginalisée. Enfin, l'Europe n'existe pas véritablement en dehors d'un marché européen. Juste un mot. Et je pense que ça convient à Orban et que je pense que c'est ça qu'il est en train d'essayer de maintenir et en tout cas de s'opposer à un projet politique européen. Un mot de conclusion, très vite, Henri, parce qu'on attend Véronique Reiss-Soult, mais sur effectivement l'inquiétude d'un retrait de l'aide américaine en cas de victoire de Trump. Ouais, il y a une inquiétude ou pas ? Tout à fait d'accord, mais malheureusement, il n'y a pas que Orban qui n'est pas du tout intéressé par un projet politique européen. En réalité, il ne se compte même pas sur les doigts d'une main les Européens qui réellement sont intéressés par une puissance souveraine. Et c'est bien ça le malheur de cet ensemble européen, le fait qu'elle a décidément du mal à se trouver un avenir. L'Amérique, vous avez raison. Alors c'est une inquiétude réelle. Je ne pense pas qu'elle soit aussi fondamentale que soit, parce que bien sûr, il y a Trump, mais attention, l'Amérique, c'est toujours une machine qui est assez lourde. Or, il faut quand même bien remarquer que là, il y a un retour de l'Amérique en Europe, je veux dire, au point de vue avec Biden. Oui, bien sûr. Mais Biden, derrière lui, il entraîne une industrie militaire qui est très importante. Il entraîne quand même aussi des intérêts américains qui sont là, qui reprennent pied un peu en Europe, et puis surtout une crédibilité qui a été restaurée. Parce qu'elle était bien mise à mal après l'Afghanistan, après vraiment les déboires qu'a eu l'Amérique. Et ça, bien sûr avec un Trump, le soutien sera moins massif, moins évident. Néanmoins, est-ce qu'il disparaîtrait ? Je ne suis pas si sûr que ça. Merci. On accueille Véronique Reiss-Soult. J'ai pas de questions. Ma chère Véronique, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons faire... J'ai oublié mes petites questions, c'est pas grave, je vais faire de tête. Je crois qu'on va parler du bilan de X, enfin ex-Twitter, c'est ça ? Voilà, c'est ça, faux, vous avez tout bon. Vous avez tout bon, parce que la fin d'année bien. approche, donc je me suis dit que ça serait bien de faire un petit retour sur quels sont les sujets qui ont préoccupé les internautes sur Twitter. Donc avec VisiBrain, on a regardé les 10 hashtags les plus utilisés sur l'année. Et bien figurez-vous, vous l'avez vous-même dit, le sujet qui a préoccupé les Français, on n'en parle plus tellement, c'est la réforme des retraites. En fait, ça a été le sujet de l'année. Et pour vous dire le sujet de l'année, si je compare par rapport... vraiment. Et l'année dernière, il y avait les présidentielles. Eh bien, la réforme des retraites a été 3 fois plus utilisée que présidentielle 2022. En France, ce sujet est totalement incroyable, éruptif, quoi. Mais c'est la vie. Oui, mais c'est éruptif en France. Alors, souvent, les étrangers, la retraite, c'est important, mais c'est moins éruptif que chez nous. Là, c'est très éruptif. Pour vous donner aussi une idée, il y avait Covid-19 qui a été pendant 3 ans dans le classement. Voilà, il est sorti cette année pour la première fois. Voilà. Et ensuite, quand vous regardez les différents sujets, alors en deuxième, c'était Emmanuel Macron. En troisième, c'est le conflit. Je fais un petit côté météo. Le conflit israélo-palestinien. Ensuite, ici, c'est les émeutes, violences policières et Nanterre qui sont liées tous ensemble. Vous avez LFI et NUPES, nous y reviendrons, qui sont dans les hashtags les plus utilisés de l'année. Et l'Ukraine qui arrive ici et qui est un peu à part et qui a largement baissé sur l'ensemble de l'année en termes de volume, sachant que c'était quand même un sujet assez important en début d'année. Alors je vous fais juste un petit retour sur la réforme des retraites, donc 5,8 millions de messages. Je vous ai sélectionné un tweet qui parle de ce sujet-là, qui était un des tweets les plus repris et un des tweets les plus vus, parce que là, je vous ai donné le nombre de messages avec le hashtag, mais il y a une réalité, vous vous rappelez les fameux lurkers, je vous en ai parlé plein de fois, ce sont les gens qui se renseignent sur les réseaux sociaux, qui ne retweetent pas, qui ne likent pas, juste ils regardent. Cette indication du vu ici est extrêmement importante, parce que ça vous donne une idée de la puissance d'un message. Et donc voilà, malgré ma carte de presse en évidence, je me suis fait matraquer durant la manif réforme des retraites par un agent de la Brave vers 21h. J'ai été ciblée si directement ni durant plus que pendant les gilets jaunes. Et donc ça vous expliquera, on va revenir dessus, les violences. Il y a un petit bout de retraite aussi dedans. Deuxième sujet, le plus cité, Emmanuel Macron. Donc voilà, Emmanuel Macron, 5,4 millions de messages. Le pic, le moment le plus important, c'est le JT de TF1 le 22 mars. Qu'est-ce qui s'est passé le 22 mars ? Eh bien, il parle aux 13h
des retraites. Donc quand je vous dis que c'était le sujet, c'est vraiment le sujet. Ensuite, on a eu un autre sujet qui a été très important. Je vous ai montré trois hashtags qui étaient liés, qui étaient les émeutes, les violences policières et Nanterre. C'est le slide suivant, enfin le slide le tweet suivant. Eh bien, en fait, c'est lié à Naël, évidemment. Non, là, alors je vais revenir en arrière. Un petit cafouillage. C'est pas grave. Petit cafouillage. Là, c'est le sujet, le conflit Gaza-Israël, qui est quand même un conflit qui a, vous voyez, en volume, on est à 3,4 ou à 2,6. Ça m'intéressait de vous le lister depuis le 7 octobre, parce que c'est apparu à ce moment-là. Et vous voyez, il y a ici un changement, c'est-à-dire qu'en fait, les 5 premiers jours, c'est un sujet Israël, et très peu Gaza. Et puis, évidemment, au bout de 5 jours, ça s'est inversé. Et depuis, Gaza est beaucoup plus cité qu'Israël, sachant qu'on peut aussi y ajouter Hamas, qui a 1,8 million de messages. Donc on voit bien que le sujet de ce conflit sur les réseaux sociaux, c'est plutôt Gaza qui est cité et qui est plutôt cité en soutien. Ensuite, nous avons le sujet des émeutes, des violences policières et de Nanterre, que l'on peut mettre ensemble, qui est dans les sujets qui ont été les plus cités. Et là encore, pour vous donner une idée, je vous ai remis un peu en avant dans les vidéos qui étaient partagées les fameux vues, parce qu'on oublie tout le temps de les regarder, la puissance de ce que ça veut dire, une image. Elle n'est pas commentée, mais elle est vue plus de 10 millions de fois juste pour cette vidéo. C'était assez colossal. Alors les violences policières, il y a un petit bout qui est lié, c'était le message que je vous ai montré, il n'y a pas le mot violence policière, mais on voit bien, il y a eu beaucoup de reprises au moment de la réforme des retraites et des manifestations pour la réforme des retraites. Donc sur les 3 sujets, émeutes, violences policières et Nanterre, il y a à peu près un petit quart qui était lié encore à la réforme des retraites. Et ensuite, avant de terminer, je vous ai dit LFI, NUPES, on s'est dit mais que se passe-t-il ? Pourquoi sont-ils dans le top 10 ? Alors dites-vous que NUPES, juste pour vous situer, c'est 4 fois moins que l'année dernière. On a certes 1,2 million de messages, mais l'année dernière, il y a eu 4 fois plus de messages. Mais ils ont une petite constance sur NUPES. Le nombre de messages moyens par mois, je me suis amusée à le calculer, eh bien c'est 115 000 messages en moyenne par mois. Donc avec VisiBrain, on a pu mesurer ça. Ça veut dire qu'ils agitent quand même pas mal Twitter. Enfin, X maintenant. Donc c'est particulier et je fais du bruit, ça ne veut pas dire adhésion. Et LFI, 1,3 million, enfin près de 4, eh bien c'est le parti le plus mentionné de toute l'année. Même devant le Rassemblement national qui est souvent cité. Et donc, c'est le parti qui a fait le plus parler. Je ne peux pas vous dire que c'est que en bien, mais il a fait parler. Alors, on va dire que faire du bruit, c'est sans doute important. En tout cas, sur X, c'est important. Voilà. C'était la petite rétrospective de l'année. Voilà. Là, je crois qu'on va parler des trains de nuit, non ? Oui, exactement. Quelle bonne mémoire. C'était juste pour terminer sur un petit clin d'œil. Les trains de nuit ont donc été remis au goût du jour. Et donc, cette semaine, de nouveau sur X, Monsieur Clément Beaune a tweeté pour annoncer voilà, oui au train de nuit, avec une magnifique photo. Et magnifique photo, donc il y a Monsieur Castex, il y a Madame Dely, il y a Monsieur Fanichet. Elle est bien cette photo. Et comme cette photo fait rêver, vous imaginez bien qu'il y a eu quelques détournements. Je vous en ai sélectionné que 3, mais voilà. Oui, alors la première, c'était ce côté gênant, avec une seule femme dans cet endroit noir. Évidemment, on a eu droit à un détournement moins de 18 ans interdit. On a évidemment eu un petit détournement de transport. Et oui, et si c'était dans l'avion, et avec des blagues qui allaient avec, et puis évidemment, en gros, beaucoup de blagues pour dire que quand même c'était un peu dark, cette image un peu angoissante, donc c'était un peu le wagon infernal. Et voilà, bientôt sur vos écrans. Voilà, merci, c'était pour la blagounette du jour. C'était pour la blagounette du jour, tout à fait. Merci ma chère Véronique. Merci à tous. La une du Parisien, demain je ne suis pas passé encore au journal, je dois dire. Et la une de dimanche c'est beaucoup trop tôt, on verra ça demain. On verra ça demain. Beaucoup tard aussi. Et la une de l'Obs Gabriel Attal. Non, ça c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière. La stratégie de Gabriel Attal. Le brin sans complexe. Voilà. D'accord, très bien. Merci. Au moins une qui suit. Merci à Flore Simon et merci à toute l'équipe technique. À très vite. Nomokunda, un artiste RFI Talent.
Découvrez Sakodougou, le nouveau clip du griot sénégalais 2.0, avec comme invité Mami Kanouté. Je crois qu'on a un peu surestimé la taille du coffre. Ouais, on aurait dû prendre la remorque. Bon, on n'a plus qu'à revenir. La météo avec Carrefour Carte Cadeau. Des cartes pour toutes les envies. Carrefour, bien plus que des courses. C'est l'heure de la météo avec les agriculteurs Florette, unis et engagés pour une agriculture plus responsable. Mâche cultivée en France, en région nantaise. Florette, partageons la même culture.